Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Salut, moi c'est Candice. Salut, moi c'est Elisa. Aujourd'hui, personne ne nous a demandé notre avis sur les éléments qui font un bon jeu de société, mais on va le donner quand même. J'ai juste noté une petite définition, comme ça peut nous lancer. Alors la définition très basique, ils disent qu'un jeu de société, c'est une activité sociale, ludique, structurée par des règles qui se pratiquent à plusieurs. La conception de certains jeux permet toutefois de jouer solitairement. Donc en gros, ils disent que c'est pas juste avec d'autres personnes, mais que ça marche aussi tout seul. Est-ce qu'il y a des éléments de cette définition qui vous évoquent un peu des éléments un peu globaux qui peuvent structurer pour vous qu'est-ce qu'un bon jeu de société? Alors moi déjà, si on parle de jeu de société, je suis pas du genre à jouer toute seule. Que ce soit un jeu vidéo, je peux jouer toute seule, mais un jeu de société, et je sais pas. Pour moi, un jeu de société, vraiment, c'est un moment de partage. Ouais, moi, dans la définition, je dirais aussi ludique. Enfin, je pense que quand tu fais un jeu de société, le but est de passer un bon moment, de t'amuser. Que tu fais pas un jeu de société pour passer un mauvais moment généralement. Donc comment vous définiriez votre jeu de société idéal alors? Déjà, je pense que ça va dépendre, parce qu'on n'aime pas tous les mêmes forcément jeux de société. Il y en a qui aiment les jeux de stratégie, d'autres qui aiment plus par exemple des jeux en coopération où vraiment on joue tous ensemble contre le jeu. Après ça va dépendre de ton moment aussi, je pense. Tu veux pas jouer au même jeu selon le même moment avec les gens avec qui t'es. Pour moi, un bon jeu, ça va surtout être un jeu qui a une bonne, ce qui s'appelle rejouabilité. C'est-à-dire que je vais m'amuser à chaque fois que je vais rejouer à ce jeu. Je sais que ça va être un bon moment et que je vais jamais vivre la même expérience avec ce jeu si je suis avec des personnes différentes ou autres. Ouais, moi je rejoins un peu ça. Je préfère me dire que c'est un jeu, peut-être la partie va être plus courte, mais je sais que je peux faire 12 parties dans la journée ou même rejouer le lendemain. Et je vais toujours autant aimer ce jeu que me dire je vais faire une partie et puis je sais que j'ai pu rejouer pendant des mois. Et unir un peu toutes les personnes différentes aussi. Et aussi, comme tu disais, souvent les jeux les plus rejouables, si tu veux jouer plein de fois dans la journée, ça peut être des jeux assez universels aussi. Je sais pas, là en tête en soi, je sais pas si on peut le considérer comme un jeu de société, les échecs, mais tu peux avoir le Uno, tu peux avoir plein de jeux de cartes aussi, comme c'est facile à transporter. C'est sûr que tu te casses pas la tête à lire un manuel de règles à chaque fois non plus, tu les connais puis tu envoies les... Ouais, c'est des parties qui sont rapides, qui sont courtes, tu sais que tu peux en faire plusieurs. Exactement, parce qu'il y a des bons jeux qui durent longtemps. Je suis d'accord que, ne serait-ce qu'au niveau de la concentration, une partie, moi je préfère quand même les jeux où vraiment... peut-être aller 30-40 minutes maximum, mais sur des jeux qui sont beaucoup plus longs, où on va sur des 2 heures de partie, et c'est dur. Tu sais 2 heures encore, ça passe vite. Mais tu sais qu'il te faut qu'il te faut la soirée, qu'il te faut un moment. C'est pas un jeu que tu peux faire rapidement. Dans un moment convivial à la plage, quelque chose comme ça, tu vas pas emmener un jeu qui dure 2 heures. Ça peut convenir à certains moments, plus que d'autres. Peut-être que l'hiver, comme tu sors moins, tu as peut-être envie de te dire bon vas-y, je me pose et on fait cette campagne de tel jeu, ou alors on fait un gros jeu avec toutes les extensions. Donc qu'est-ce que vous aimez le plus de manière personnelle? Est-ce que vous aimez plus des jeux solo, compétitifs, en coopération, en équipe, collaboratifs, tactiques? J'aime beaucoup les jeux de coop. J'aime vraiment ça, mais après j'aime aussi quand même les jeux compétitifs. Ça peut dépendre de moi. Je peux alterner dans une même après-midi les deux, comme ça au moins tu fais pas que de la coop, tu vois. Mais je pense que c'est ceux que je préfère. Je suis pas forcément très tactique. Là, on a récemment acheté un jeu et je pensais que ça allait me plaire. Mais même si j'ai beaucoup d'imagination, il te demande de créer presque tout le scénario du jeu. Et c'était trop compliqué. Je t'ai dit, moi, je veux jouer et juste devoir créer toute l'histoire. C'est trop pour moi. Et finalement, le jeu, on l'a laissé tomber, on n'y rejoue plus, tu vois, parce qu'il fallait qu'on invente cette histoire juste à partir de cartes. Et tu vois, ça a fait un petit blocage en mode, oui, j'ai de l'imagination, mais là, j'avais pas envie de créer mon jeu, tu vois. Là, sur le moment, je dis non, j'ai pas envie d'imaginer toute l'histoire du jeu. J'avais plutôt envie de me laisser porter par le jeu. Puis souvent, quand t'achètes un jeu, tu t'attends à ce que la trame soit faite et que tu la suives et que ce soit pas toi non plus de... C'est ça, que là, ça demandait vraiment... que ce soit toi qui imagines tout le reste du jeu. Déjà, quand la trame est faite, c'est déjà pas si évident des fois d'aller au bout du jeu aussi et de rentrer dans l'univers. Non, c'est sûr. Mais moi, je te rejoins un peu, j'aime bien les jeux
qui sont autant collaboratifs que même des fois compétitifs. Après j'aime bien, je pense, les jeux de tactique, genre Unlock, les jeux d'escape game et tout. Ouais, même ça, que là tu vois, ouais. c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, mais la partie elle dure 1h30. Oui. C'est très long, mais genre ça passe vite. Ouais, tu peux te poser des questions, tu dois quand même réfléchir, et puis t'as quand même ce côté collaboratif, tu sais, en étant plusieurs que souvent tu trouves. Et pour la rejouabilité, justement, je me posais tout à l'heure quand on parlait, je pensais justement à ce genre de jeu. Est-ce que c'est assez rejouable ? Non, pas du tout. Non, pour ça que je généralement les quand t'as achète fait... Bah, moi je sais que des amis avaient le jeu, et t'as 3 escape games, mais une fois que tu l'as fait, sauf si tu rejoues dans 1 an, bah si tu le fais le lendemain. Tu auras peut-être un peu moins la surprise. Tu vas C'est pas ça. te souvenir de toutes les cartes, Mais certaines les jeux, choses mais tu vas remettre. tu auras moins la surprise. Tu connais le dénouement. Ouais. Mais je sais qu'ils en vendent à l'unité aussi, mais c'est pareil, c'est un jeu que tu joues une fois. Surtout que ce fait que dans un groupe, des fois, je sais pas, entre 3, 5 personnes, il y a une personne qui l'ait déjà joué, et c'est mort. Je pense que ces jeux, ils sont bien, mais je pense que c'est un peu, depuis quelques années, le paroxysme un peu de la mode des jeux de société, où tout le monde fait son jeu de société, et où il y en a vraiment sur tout et n'importe quoi, ce qui est trop bien, parce que tu peux vraiment trouver ton bonheur, mais comme tu viens de nous le dire avec l'exemple du tien aussi, il y a plus d'écrémage à faire, tu vois. Il y a beaucoup de jeux, donc il faut vraiment en tester beaucoup avant de trouver celui qui va te faire kiffer. Et je pense que les jeux qui sont adaptés des escape games, c'est bien, mais considérés, mais pas dans la catégorie jeux de société, tu vois. Peut-être une catégorie à part avec presque les jeux de rôle aussi, tu vois, qui sont... C'est sympa, mais c'est pas vraiment dans le jeu de société. J'avais noté 5 éléments pour définir ce qu'est un bon jeu de société. Par exemple, le premier, j'avais noté un univers qui doit être bien défini et facilement compréhensible et identifiable. Sans parler de points, de règles ou autres, mais juste le côté, je sais pas si tu joues à un risque, tu sais que c'est vraiment un univers en mode Napoléon, la guerre, puis la carte, elle est très à l'ancienne aussi. Si tu joues à un Uno, tu sais que ça va être un univers très dénaturé, juste des chiffres, des couleurs, puis c'est tout, l'univers du Uno. Loup-garou, tu vas capter tout de suite l'univers, mais au moins que quand tu vois la boîte, quand tu vois les cartes ou les personnages, tu rentres directement dans l'univers. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aussi ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ton jeu, comme tu dis, il faut qu'il soit cohérent. S'il commence à partir dans tous les sens, tu vas perdre les joueurs, en fait. C'est sûr et certain. C'est comme quand tu lis un livre et que ça commence à partir dans tous les sens. Non, t'as vraiment besoin d'être dans ton univers, d'être plongé dedans. Donc oui, je pense que c'est pour un bon jeu, t'es obligé... Même ce que tu disais, le visuel, je pense que c'est aussi important, genre comme un livre, tu vas être attiré un peu par la couverture. Je pense que c'est pareil, un jeu, faut qu'il te donne envie par les visuels. C'est genre l'atmosphère, le fait de les personnages, les cartes, que ça soit en accord avec le thème du jeu, je pense qu'aussi c'est un bon élément. Je pense que c'est très à la mode justement maintenant ces jeux de société qui sont très visuels avec des très belles cartes où c'est vraiment on fait appel à des artistes pour dessiner le jeu. Je pense par exemple à Dixit qui est vraiment finalement des cartes et ils font appel à des artistes différents avec des univers différents selon les cartes et t'as même plusieurs collections et c'est limite je les collectionne tous pour avoir juste comme si c'était des œuvres d'art, tu vois. Et c'est vrai que moi je suis très très attirée visuellement. Comme tu dis, un Uno c'est pas forcément, ou même un jeu de cartes, c'est pas ce qu'ils ont recherché en premier, mais ça reste quand même. Mais tu sais que ça reste un basique. Tu sais que ça reste un basique, c'est ça. Ouais. Et ce que je disais aussi, c'est que du coup il est facilement identifiable dans le sens où tu vas pas vers ce jeu-là pour son univers, mais quand tu joues, tu rentres tout de suite dedans, du coup tu n'as même pas besoin à y réfléchir et comme tu dis, à l'apprécier par rapport à d'autres. Mais je pense qu'aujourd'hui ça serait plus difficile de créer des jeux comme ça. Avec un univers plus léger, je veux dire. Ouais, moins sophistiqué. Moins sophistiqué, parce que maintenant on est vraiment à la recherche même de jeux vraiment visuellement beaux, plus complexes. Là par exemple, juste la dernière fois je suis rentrée dans un magasin de jeux, il y a un monsieur qui rentre derrière moi, puis est-ce que vous avez le Uno ? Il demande ça au vendeur, et le vendeur vraiment il est en mode personne ne lui demande un Uno, tu vois. Ouais. Oui, et ça on connaît, mais parce que ça nous étonne pas parce que c'est des jeux de base, mais ils ont été créés il y a un moment. Ça doit être très difficile actuellement de créer un jeu finalement basique comme ça, où il n'y a pas un visuel marquant, des cartes marquantes et juste des règles assez simples. Même ton packaging, il est, je veux dire, un jeu de cartes, c'est juste une boîte en carton. Souvent le derrière, il est un peu même vieillot, genre tu vois, pas forcément... Non, tu fais quoi comme marketing autour de ça ? C'est compliqué. Peut-être qu'on va revenir à ce genre de jeu plus tard, mais là on continue d'acheter ces jeux-là parce que c'est des basiques qui ont déjà été créés avant, qui ont marché, on a déjà joué à ça, on sait que c'est des bons jeux. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pareil. Une personne qui va peut-être créer même un très bon jeu de cartes actuellement, si ça correspond pas à la demande du moment,
son jeu il va passer à la trappe. Et je pense actuellement c'est pas ce genre de jeu qu'on recherche. Je trouve que le marqueur qui te montre ça, c'est vraiment oh tiens, on va jouer au jeu des chats, puis tu dis Exploding Kittens, tiens, je vais jouer au jeu des nains, puis t'as le jeu Saboteur, je vais jouer au jeu portugais, comment ça s'appelle, les carreaux, Azul, tu vois. Enfin, c'est du coup, ça te permet de juste le définir, et tu vois que si t'arrives pas à définir le jeu en 1 ou 2 mots, sans dire le nom, l'identité, elle est plus bancale aussi. Ça reste quand même des identités fortes, ces jeux-là. Puis c'est même ça. visuellement, je veux dire, Exploding Kitten, les cartes, elles sont quand même super sympas. Saboteur, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est pas juste un Uno avec des chiffres. Même si, par exemple, sur ce genre de jeu simple, il y a quand même le 6 qui prend. Qui est, je sais pas si vous connaissez, avec les têtes de vache. Voilà, ça reste peut-être un jeu simple qui peut fonctionner. Mais je pense qu'actuellement, il y a peut-être moins de gens qui vont vers ce genre de jeu-là quand même. Mais justement, regarde, pour le définir, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit les têtes de vache, on a tout de suite vu le jeu, tu vois. Et même si en soi, les têtes des vaches, je pense pas que ça ajoute grand-chose au jeu en soi, mais ça te permet de l'identifier aussi. Donc je pense que c'est un bon élément, tu vois, qui soit facilement... identifiable. Puis le deuxième élément que j'ai noté, il n'y a pas forcément d'ordre, je pense, mais c'était des règles claires, intuitives et facilement applicables. 100%. Quand tu commences à lire la règle du jeu et qu'on a déjà marre avant d'avoir joué au jeu, là je pense que c'est un vrai problème. Je pense que quand tu sors, c'est le manuel et que tu fais 3 pages, tu fais wow. Là, on a acheté encore un autre jeu récemment. Lui, c'était surtout parce que c'était un jeu de coop et très magnifique visuellement. Et là, on a sorti le manuel et j'ai fait il va nous falloir 1 semaine avant déjà de comprendre toutes les règles du jeu avant de pouvoir y jouer. Mais c'est ça, et puis genre, toi tu vas comprendre les règles, donc tu vas te dire j'y joue, et quand tu vas avoir envie de rejouer avec une autre personne, ça veut dire qu'il faut tout ce processus de réexpliquer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu décides de jouer avec une nouvelle personne, et ben t'en as pour 1 heure et c'est là que le jeu il est pas vraiment rejouable. C'est ça. Ça décourage un peu. Après, il y en a certains, là je pense à un autre jeu de coop. Souvent, les coops sont assez longs au niveau des manuels. C'était Subterra qu'on a acheté. Le manuel, c'est pareil, il y a quand même pas mal de choses à expliquer. Mais là, l'avantage, c'est qu'une fois que tu as compris le manuel, c'est juste qu'il y a écrit beaucoup de choses, plusieurs rôles, mais juste pour l'expliquer à une personne, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus court. Que l'autre qu'on a acheté, là, c'est vraiment très compliqué. Puis des fois, il y a des règles et tout, tu dis là c'est lourd quand tu lis le manuel, puis en fait quand tu joues vraiment tu dis simple. En vrai c'est simple, c'est juste que sur les règles ils sont obligés aussi d'expliciter, et puis tu sais c'est un peu un phrasé très formel, veuillez défausser la carte après l'avoir posée, alors qu'en vrai tu comprends très facilement des fois qu'est-ce que ça veut dire aussi, donc c'est ça, manuel épais mais règles simples, donc finalement tu te dis ok ça va. Et comme tu disais justement, la meilleure des choses aussi, c'est que ce soit hyper facilement applicable. Après, il y a aussi, je pense qu'un bon jeu, il faudrait que tout le monde ait les mêmes règles. Parce que, je sais pas, genre le Uno peut vraiment devenir un champ de bataille. Parce que personne n'a les mêmes règles, tu vois. Après, ça reste un jeu où tout le monde apprécie. Mais ça devient compliqué quand t'as une partie de la table qui te dit non, moi je joue comme ça. Tu dis non, moi je joue comme ça. Personne n'est d'accord sur comment le jouer. Est-ce que je peux rajouter un +4 à un +2 ? Enfin, ça devient que tout le monde ait les mêmes règles au moins. Mais des fois, c'est pas plus mal aussi, parce que ça montre que les gens, tu t'appropries vraiment le jeu aussi, tu vois. Après, le Uno, je crois que j'ai jamais lu un manuel de Uno, mais j'imagine qu'il y en a un dans la boîte. Sous la boîte. Ouais, c'est ça. Donc, personne ne lit, c'est le problème. C'est que les gens vraiment font un déni sur ça aussi. Tu vois, ils ont vraiment créé un jeu avec des bonnes règles. C'est juste qu'à force d'y jouer, je pense que c'est juste les gens qui commencent à développer. Tiens, si je jouais un peu différemment, c'est ça, où je vais mettre un peu plus de difficulté, juste comme ça. Moi, c'est pareil, au bout d'un moment, quand je commence à bien connaître mon jeu, même si j'aime bien y jouer, on se dit, tiens, on va rajouter un peu de difficulté, qui sont pas dans les règles normales, mais juste, finalement... À force de trop de rejouabilité, t'as envie qu'il y ait encore plus une rejouabilité, mais que même toi, t'aurais pas pu... T'as un petit défi en plus, tu mets une petite alternative au jeu. Et en même temps, le jeu te permet de le faire. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'est pas arrêté non plus sur ses règles de base. Tu vois, ça te permet de te dire, ah tiens, je vais les compliquer un tout petit peu à ma sauce, mais tu peux le faire. Donc tu te dis, ah, encore plus de rejouabilité, tu vois. Puis pour le troisième élément que j'avais noté, une durée de jeu cohérente, mais avec son concept. C'est justement, comme tu disais, le Uno, si la partie durait
Bah justement, des fois c'est le cas, mais si la partie elle dure 30 minutes, franchement, c'est vraiment un peu trop long pour ce que c'est, surtout que je parle pas du nombre de personnes, mais si t'en as déjà 2-3 qui sont éliminés, t'es obligé d'attendre comme ça. Et comme tu disais aussi, des fois s'il y a des jeux qui sont hyper compliqués, enfin pas compliqués, mais plus complexes à appréhender dans les règles, puis la partie elle se finit en 15 minutes, tu dis oh là, j'ai mis 1h15 à apprendre les règles, puis c'est déjà fini, c'est un peu frustrant aussi. Non, c'est exactement ça. Puis il faut que ça soit cohérent, mais je pense aussi que il faut vraiment une alternative, vraiment que ça soit cohérent entre les règles et la durée du jeu, mais pour aussi que ça soit accessible à tout le monde, parce que tout le monde c'est ça, parce que des fois, suivant les âges aussi, tout le monde peut avoir l'occasion de jouer un jeu, donc c'est trop long pour ce que c'est, on n'a peut-être pas tous la patience. Que le jeu il soit multigénérationnel, si tu veux jouer en famille, que tu arrives à jouer avec toute ta famille. Et encore, on a des surprises. Hein. Vraiment, je vous jure, sur une partie de blanc manger coco, c'est ma grand-mère qui a gagné. On a été traumatisés. Et encore, là, justement, la durée de jeu, c'est toi qui la fixes en soi. Je pense que dans la boîte, il doit te dire peut-être au bout d'un certain nombre de cartes que tu as gagné, c'est toi le vainqueur de la partie, mais c'est pas forcément le but du jeu non plus, comme en plus celui qui gagne chaque manche, c'est désigné en fonction des personnes, mais il n'y a pas des critères précis non plus. Ouais, si tu as envie de faire durer la partie et faire durer le plaisir, et tu vas durer 1h30, tu peux. Mais c'est sûr que quand on parle de cohérence de temps, c'est surtout quand dans ton jeu, finalement, tu as des éliminations. Parce que si ton jeu, il dure 2 heures, mais que tu as une personne qui est éliminée au bout de 5 minutes, tu peux pas, parce que la personne éliminée, elle va dire moi je rejoue plus à ce jeu, parce que j'en ai pas profité. Ou des jeux où tu as des éliminations comme ça, faut que je pense que les durées soient quand même courtes pour qu'on puisse rejouer facilement. Que tu réintègres la personne dans le jeu. C'est frustrant, quand t'es éliminé et que tu vois les autres jouer une demi-heure, c'est très frustrant. Puis le Monopoly aussi, je trouve que c'est vraiment le meilleur exemple là-dessus, parce que le jeu en soi, il est bon, même si tout le monde a plus ou moins vu et revu, mais c'est quand même très long pour ce que c'est quand même, tu vois. Donc le jeu est top, mais c'est quand même long pour ce que c'est aussi. Puis je trouve la fin du jeu est pas si excitante que ça, tu vois. Donc comme t'as déjà passé 1h30 à construire ton empire, c'est vraiment long également. Parfait. Puis le 4e point, j'en ai noté 5, encore 2. 4e point que j'ai noté, mais bon, ça va être rapide comme on l'a dit beaucoup, c'est une bonne rejouabilité, mais surtout à quel point la prochaine partie se renouvelle après avoir terminé la précédente. Sans ça, tu vois, le Uno, la rejouabilité, elle est top, mais la prochaine ne diffère pas de la précédente, à part les cartes qui seront pas les mêmes. Mais des fois, sur des jeux un peu plus importants, comme on en parlait, tu dis « Oh, c'est top, je me lance dans le jeu, il y a des règles, etc. » Puis tu fais une partie et tu as déjà le sentiment d'avoir en fait fait le tour du jeu, alors que peut-être la partie d'après, si le jeu est bien fait, tu vas dire « Oh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais en fait, il me reste ça à voir et moi, je veux performer encore plus. » Donc là, ça peut être déjà plus intéressant. Ouais, puis même, genre, l'exemple du loup-garou, genre, même, tu sais que tu vas refaire des parties, mais tu n'auras jamais vraiment le même rôle, même si le principe du jeu, c'est le même. Genre, avant que tu fasses le tour des rôles, tu peux quand même faire plusieurs parties. Et même si tu as le même, tu as peut-être envie de performer encore plus. Tu te dis, je suis loup-garou, je me suis fait fumer dès le début, et j'ai envie de gagner la partie, ou juste d'aller encore plus loin. Tu ne seras pas le loup-garou avec la même personne, donc ce ne sera pas la même stratégie. Ça ne sera pas le même scénario. Finalement, tu as la même trame, le même but, mais c'est jamais le même scénario, donc tu t'ennuies jamais finalement. Et encore, le loup-garou, là-dessus, c'est un bon exemple par rapport à son concept, comme on le disait. Mais c'est vrai que la rejouabilité, passer 2 parties, couplé avec le point d'avance, durée de jeu, c'est vrai que ça peut être un peu, ça peut faire beaucoup, tu vois, dur à embarquer beaucoup de personnes sur plus de 2 parties quand même d'affilée. Plus loup-garou monte en partie. Après, le loup-garou, il y a aussi le truc où tu peux quand même attendre longtemps avant de rejouer. Si t'es éliminé en premier et que la partie elle peut durer bien 45 minutes, tu t'attends longtemps. Aussi, tu disais avec les cartes, si malheureusement t'as pas de chance, t'as des rôles qui sont pas incroyables non plus, c'est vrai que ça peut être tu tombes frustrant. 2 fois de suite sur un rôle un peu... c'est ça aussi, je pense, qui peut faire partie, je sais pas si c'était ton 5e point, mais c'est le fait que les personnes partent avec les mêmes chances de gagner. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, sur un loup-garou, t'as des rôles qui sont moins bien, mais tu peux t'en sortir. Le problème, c'est que si tu sais dès le début, quand t'es avec des amis, que tout le monde décide, tiens, je vais t'éliminer à chaque partie en premier, tu sais que non, tu vas pas passer un bon moment, tu vois. Mais encore, je trouve que dans ces jeux, c'est pas la pire position. C'est pas la pire position. T'échanges tes cartes, ça mélange ton jeu quand t'es neutre à toutes les parties et que tu restes au milieu et que t'as toujours tes mêmes cartes pendant 5 parties, là, c'est lassant. C'est ça, donc c'est juste le fait que,
Ou que tu fasses toujours la même chose, justement, que ton rôle soit pas le meilleur, ou que tu partes avec moins de chances de gagner et que tu sais que de toute façon tu gagneras pas. Ça, en soi, là-dessus, ça me fait penser ce que tu dis aux jeux justement qui puisent en toi des ressources qui sont différentes chez chacun. Le Scrabble en soi, t'as pas les mêmes chances de gagner de base. Parce que oui, il y a le côté aléatoire avec les lettres, mais ça, on va dire, c'est le même côté. Mais déjà, juste le fait de la culture de chacun par rapport aux mots, comme si tu joues à un Trivial Pursuit aussi, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde, techniquement, a les mêmes chances de gagner, mais en vrai, suivant les thèmes, peut-être que toi, tu seras plus forte sur la catégorie des sports, peut-être toi plus sur les livres, peut-être moi plus sur, je sais pas, la géographie, n'importe quoi, ce qui fait que tu peux prendre du plaisir, mais du coup, on n'a pas les mêmes chances de gagner non plus. Ouais. Oui, c'est ça. Par exemple, juste là, c'était un exemple au travail. Ils ont décidé de faire un caout en thématique les Jeux Olympiques canadiens. Bon, je savais que j'allais pas gagner, tu vois, donc j'ai pas passé un excellent moment parce que je faisais que faire du au hasard, tu vois. J'avais pas les informations pour, donc là vraiment je me suis dit je pars vraiment avec zéro chance. D'ailleurs, Kahoot, c'est une vraie question. Est-ce que vous le considériez comme un jeu de société ? Moi, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Est-ce que les jeux sur ton téléphone, tu considères ça comme un jeu de société ? Moi, je considère ça à partir du moment où tu pourrais le mettre sur un autre format. Je te rappelle quand on avait joué au jeu, comment ça s'appelle ? Undercover. Ouais, j'avais cet exemple de Undercover. Pour moi, c'est un jeu de société. Tu peux jouer sans avoir... Ouais. C'est ça. Pour moi, ça reste dans le jeu de société. Ouais. Puis en soi, si on suit à peu près les éléments que tu vois, qu'est-ce qu'un beau jeu de société pour chacun ? Est-ce que justement, ça peut être un critère ? Moi, je l'ai pas noté, c'est vrai. Le côté plateau papier, qualité des cartes, des choses comme ça, parce que ça dépend de chaque. Mais est-ce que vous le compteriez vraiment, le côté, le critère, en gros, pour que ce soit un jeu de société, faut que ce soit physique, ou ça peut aussi marcher du coup en digital ? Moi, je préfère quand même le papier, avoir touché les matériaux, etc. Mais c'est comme à l'époque, quand la liseuse est sortie par rapport au livre, où tout le monde disait « Ah, moi, je préfère toucher le livre, etc. » Il faut avouer qu'une liseuse, c'est quand même super pratique, parce que finalement, j'en ai acheté une, parce que partant en voyage, c'est bien plus pratique. Quand tu pars 3 mois, tu mets tes livres dedans, t'as pas à avoir tes livres qui font ça dans ton sac. C'est finalement pareil, parce que c'est un jeu qui prend pas de place, que tu peux emmener partout, t'as juste ton téléphone et puis c'est bon. Finalement, jeu de société, c'est pas écrit jeu de société avec plateau. Ça, c'est pas quand t'as fait la définition, ils te disaient pas forcément que c'était un jeu avec un plateau. Ouais, même je pense que ça peut marcher comme le Undercover, même si que ça soit sans plateau ou pas digital. Je me rappelle quand on partait en colo, t'avais l'animateur, il disait les mots à chacun, il y en a un qui avait pas le même mot. Et autant que t'as le même principe digital. Et ça reste autant un jeu de société. Carrément. Ouais. Comme en soi, on disait tout à l'heure aussi, des escape games en soi, maintenant c'est sous le format jeu de société, mais ça a été créé avant. Pareil, jeu de rôle aussi, tu peux le faire juste de vive voix avec juste un dé, ou alors avec un plateau carrément énorme aussi. Ouais. Parfait. Puis le dernier point que j'avais noté, c'était que ça reste quand même divertissant et que ça puisse capter l'attention. Bien sûr. Il y a quand même des jeux des fois où c'est un peu, sans dire que le rythme est mou, mais tu peux moins rentrer dedans tout simplement, tu vois. Puis comme tu disais tout à l'heure, le côté ludique, au moins je pense qu'on est en plein dedans aussi. Oui, après t'as quand même des jeux de société où je pense que justement ça n'a pas besoin d'être dynamique tout le temps, mais où les moments de blanc sont importants. Typiquement le jeu d'échecs. Après les échecs c'est peut-être une exception. Où justement, comme ça reste de la tactique et de la stratégie, c'est pas dynamique tout le temps. Tu peux rester des moments sans jouer juste parce que tout le monde est en train de calculer le prochain coup de son adversaire, tu vois. Je pense que ça dépend quand même du jeu. Sur les jeux de stratégie, je pense que c'est plus... Tu peux te permettre que ce soit un peu moins dynamique parce que tu as besoin de réfléchir et de monter ta stratégie. Mais sur le reste, oui, il y a quand même besoin que ce soit ludique. Après, c'est aussi une question de goût. Ça se trouve, tout le monde va s'amuser. Par exemple, une partie de Unlock, Escape Game, tout ça. Si t'aimes pas ça, tout le monde peut trouver ça, réfléchir amusant, et toi, tu vas vite t'ennuyer. C'est ça, c'est juste plutôt une question de goût. Et je pense qu'un bon jeu de société, il faut que ça plaise à un grand nombre de personnes, mais tu peux pas plaire non plus à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a autant de diversité de jeux. Il en faut pour tout le monde. Mais toi, par exemple, ton jeu de société préféré, tu le trouveras divertissant du coup. Oui, bien sûr. Parce que chacun trouvera ses jeux préférés, tout le monde les trouvera aussi divertissants. Ce sera pas le même que... Exactement. Mais tant mieux d'ailleurs. Bien sûr, C'est pour ça que je pense qu'il y en a autant et c'est autant diversifié maintenant. Et avec tous les jeux de société qui existent aujourd'hui, on peut facilement en trouver plusieurs aussi pour passer le temps lors d'un transport pendant un voyage. Lequel est votre go-to pour ça alors ? Le jeu de société, tu dis celui-là en voyage, il est top. Alors moi, c'est juste parce que j'y ai beaucoup joué justement quand j'étais dans les trains en Chine avec 2 de mes amis.
Et on a joué au petit bac, alors parce que t'as besoin de rien sur un petit bac. Et c'était drôle parce que tu pouvais le faire dans les autres langues avec les personnes qu'on rencontrait aussi. Tu vois, tu peux un peu l'agrandir. Et c'est vrai que ça peut aussi avoir lieu quand même à un peu de dispute. Enfin, j'aime bien ce jeu parce que vraiment, on s'est toujours quelqu'un qui met un mot qui n'existe pas et ça va créer un débat. Toutes mes amies pensaient que le mot zoologue n'existait pas comme métier en Z. J'ai dû leur dire que le zoologue existait. Et donc, ça reste pour moi un bon jeu parce que t'as vraiment besoin juste d'un papier, d'un crayon. Et puis c'est pareil, en vrai tu fais durer la partie autant de temps que tu veux. Si tu as 8 heures de trajet et tu veux faire tout l'alphabet, la partie elle peut durer 2 heures. Si c'est pour faire passer un moment, tu fais 3 lettres et c'est tout aussi simple. Puis en plus le petit bac il est vraiment considéré comme un jeu de société pour moi, parce que si on regarde la définition, il est structuré par des règles. Elles sont pas, tu sais, t'as pas un manuel, mais il y a quand même des règles et c'est ludique aussi, tu vois. Donc, c'est, comme tu disais tout à l'heure, en plus, le petit bac, je suis quasi sûr que, enfin, même pas sûr, je le sais, tu peux le jouer sur l'ordi. Il y a des versions en ligne aussi. Bien sûr, tu peux le jouer sur tous les. Et c'est pareil, t'as ce truc qui est rejoué à l'infini. Si tu veux, selon la personne à qui t'es, tu peux mettre des thèmes différents. C'est ça, tu mets les règles. Si une personne personne a envie de le faire sur un thème. Tu peux rejouer à l'infini. Le Trivial Pursuit, si on n'a pas tous les mêmes références, bah, tu choisis les thèmes qui correspondent au moins à tout le monde, tu vois. Ouais, le petit bac, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Enfin, en tout cas, je me suis bien amusée en voyage avec. Et toi, là ? Moi, en vrai, le classique pour moi, c'est le Uno. Même là, en ce moment, genre, moi, j'ai acheté ici, en venant ici, c'est une version petite. Genre, t'as des plus petites cartes. C'est pas des plus 4, c'est des plus 2. Si tu joues à moins, mais en vrai, c'est un jeu qui est petit, tu transportes partout. Même en vrai, un bon jeu de cartes. Même tu peux faire des jeux de cartes, tu peux y jouer tout seul en vrai si tu veux. T'as des. Des solitaires. Ouais, des solitaires. C'est ça. C'est pas le truc auquel je joue tous les jours, mais non, en vrai, un Uno, ça s'emporte partout. C'est quand même assez universel. Même si quelqu'un connaît pas et c'est très rare, tu peux expliquer les règles rapidement. Exactement. Ouais, un Uno. Et toi ? Bah, moi, j'avoue qu'en voyage, je joue pas forcément à un jeu de société, mais je pourrais dire quand même le Undercover. J'ai découvert il y a quelques années. J'aime trop parce que justement c'est facile, tu peux l'emporter. Comme tu disais, c'est la même chose que pour le petit bac. Je trouve les mêmes points positifs, tu peux le mettre dans toutes les langues aussi. En soi, après, il faut être à l'aise, mais on va dire dans certaines langues, suivant chacun, ça peut quand même marcher. Donc je trouve que c'est quand même cool aussi. Puis en soi, s'il faut, t'as même pas besoin non plus de l'avoir en appli sur le tel. Tu connais, tu peux juste l'avoir, t'écris des papiers, puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Après, je sais qu'il y a des grands jeux, des fois qui sont faits en version plus miniature. Citadel, je crois qu'il y a une version aussi juste pour 2 personnes. Ce genre de choses aussi. Saboteur, je crois que c'est une version réduite aussi. Ça peut être sympa, mais en tout cas, c'est marrant de voir qu'on est plus attiré par des plus petits jeux où justement, comme on disait, les règles, elles sont facilement applicables et t'as pas besoin de les regarder du coup à chaque fois. Like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir et tu peux dès maintenant nous faire un très beau geste en nous mettant 5 étoiles, 5 sur toutes les plateformes de podcast. Quel est ton jeu de société de référence, celui que tu sors à chaque fois ? Nous, on a donné le nôtre, à toi de nous donner le tien. Un grand merci pour la confiance que m'ont donné Elisa et Candice pour cette 3e émission. On a hâte de lire tes retours encore une fois sur cette 3e, les 3 sujets qu'on vient d'évoquer, et puis on se voit très bientôt pour une 4e émission. Donc surtout n'oublie pas que, bon vas-y on s'en fout. Allez ciao.